Où étais-tu ce jour-là? Est-ce que tu t'en souviens? J'étais chez moi à Paris. Moi, j'étais chez moi. Alors moi, j'étais en Israël, à Tel Aviv, chez moi. Parce que tu vis là-bas? Je vivais là-bas pendant 6 mois, j'ai vécu là-bas. Quand je suis rentrée à la maison, parce que j'étais dehors, papa et maman ils m'ont dit qu'il y avait une guerre. Les événements du 7 octobre, au début, j'ai pas vraiment réalisé. On comprenait tellement pas ce qui se passait et on pouvait pas imaginer en fait. Parce que je me suis dit, bon, comme d'habitude, entre guillemets, 2-3 roquettes. Il doit y avoir quelques missiles qui tombent, ça arrive des fois, mais à Tel Aviv, c'est assez rare. Est-ce que c'est une attaque terroriste? Est-ce que c'est une guerre entre États? En fait, non, c'était pas un camp qui attaque un autre. C'est une organisation terroriste qui a attaqué des civils qui ont rien demandé. C'est un peu la folie dans tous les sens. Mais on n'a aucune info véritable. On avait un peu le sentiment d'être perdu. On s'est à court dans tous les sens, quoi. On était à la recherche de vérité. Tu cherches à avoir des nouvelles de ta famille là-bas, puis ça monte en pression en fait toute la journée. On se reconnaît dans les personnes qui sont décédées parce qu'elles sont juives, elles sont jeunes la plupart, etc. De manière très personnelle, j'ai fait un festival un peu comme ça dans le désert. Ça aurait pu être nous. Et je me suis dit que c'est un truc qui nous touchait tous parce que c'est un endroit où j'aurais pu être. T'es passé par quelle émotion pendant ces semaines? La tristesse et ensuite la colère. Qui est encore là d'ailleurs. J'ai beaucoup pleuré, j'avoue. Beaucoup de pleurs, l'incompréhension surtout, la peur. J'ai ressenti de la colère, beaucoup de colère, je pense. Je pense que le pire, c'était la colère. Enfin, j'étais très énervée. Le premier sentiment que j'ai vu lorsque j'ai vu ça le 7 octobre, ça a été la haine. J'ai eu un sentiment de haine énorme et j'ai juste envie d'y aller. Et en fait, l'impuissance, parce que c'est à des milliers de kilomètres de nous et on n'a aucune prise. Il s'est passé quelque chose et le monde continue de tourner et personne... Et on se sent très seul, en fait, face à ce qui s'est passé. Et on comprend pas très bien pourquoi on est seul face à ça. Quand vous discutez avec d'autres gens, vous vous rendez compte que la vie suit son cours normalement. C'est un événement de plus au Moyen-Orient. Il n'y a pas grand-chose à discuter là-dessus, c'est encore cet éternel conflit. Alors que pour nous, on sentait qu'il y avait une différence fondamentale dans ce qui s'était passé. C'est impossible de pouvoir accepter ce qui s'est passé le 7 octobre en tant qu'humain. Et pour autant, en fait, quelque chose d'aussi bête que dire que 1300, 1700 morts d'un attentat terroriste, c'est pas si évident pour tout le monde, quoi, de dire que c'est mauvais. Alors qu'on vient de la France. Et que la France, on a une expérience avec les terrorismes qui est quand même assez spéciale, quoi. On a un rapport. C'est comme si demain, des gens rentraient de Belgique et venaient tuer 14 000 Français. Mais est-ce que là, les médias, les gens diraient oui, mais c'est vrai que la politique aux frontières entre la Belgique et la France, elle est un peu agressive. Un sentiment de solidarité s'est vite créé assez général pour le conflit ukrainien, mais comment le conflit israélo-palestinien a directement divisé. On a le droit de critiquer la politique israélienne et de ne pas être d'accord, évidemment. Mais on n'a pas le droit de remettre en cause le droit des Juifs à disposer d'eux-mêmes. Que tous les peuples du monde ont le droit à l'autodétermination, mais pas les Juifs. Je suis pour de la partialité et je suis pour aussi de l'honnêteté intellectuelle. Et c'est un peu le problème, c'est qu'on a la critique un peu facile pour Israël. Et évidemment, cette critique pour Israël est fortement liée aux Juifs. T'as peur d'être juive ou pas? Non. En soi, non. J'ai jamais eu vraiment peur d'être juive. Pas vraiment, non. Je pense pas. Oui. J'ai eu peur. Peut-être parce qu'on sait qu'on a été exterminé une fois et que ça peut recommencer. Je sais pas. J'ai eu peur, oui et non. À des moments aussi, j'ai peur d'être juive. Quand je suis, je sais pas, par exemple sur les quais de la gare, des choses comme ça. Parce que j'ai un tatouage en hébreu sur le dos. Et donc quand il fait chaud, je suis en débardeur et là je me dis, bon, te mets pas près des rails, recule un peu, parce qu'on sait jamais, il peut y avoir un fou qui te pousse. Ici, on a peur d'être ce qui on est, on a peur d'être juif, on est un peu, on se dit, est-ce qu'on va me reconnaître dans la rue, est-ce qu'ils savent qui je suis, est-ce qu'on sait, est-ce que c'est écrit sur mon front? Je me suis dit, c'est bizarre, c'est la première fois que j'ai peur d'être juive comme ça. Voilà, à me regarder dans le miroir, à me dire, est-ce que j'ai pas l'air trop juive, quoi? Tout le monde me disait, mais tu veux pas changer de prénom, changer de nom de famille? J'ai un prénom, je peux pas me cacher, enfin...
C'est la première fois où j'ai envie de me cacher. C'est horrible à dire et je devrais pas avoir envie de me cacher. Et je m'appelle Yona Israël, j'ai un nom de famille hyper connoté. Je dis mais en fait je n'ai pas à être en danger parce que je m'appelle Cohen. Peur de prendre des Uber, peur de me faire livrer à manger, peur d'avoir une mezouza sur ta porte. Voilà, c'est cette notion de devoir se cacher et d'être inquiet d'avoir l'air un peu trop juif. J'ai acheté une bombe lacrymo parce que je me suis dit il faut que je me défende comme je peux. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que par exemple quand je vais à la synagogue, je mets plus l'équipage, je fais plus attention. Ouais, je fais plus attention. Je dis pas que je suis juive. J'en parle pas. Quand on me pose la question, je dis que je sais pas. J'ai eu peur quand ça a commencé à avoir des actes antisémites en France. Quand ma mère m'a demandé d'enlever mes bijoux. Parce que j'avais une lettre en hébreu au cou. Là, les événements qu'on vit, j'ai l'impression que c'était il y a 70 ans. J'ai l'impression que c'est ma grand-mère qui me raconte ça. Je suis en 2023 et aujourd'hui, mes amis juifs ont peur de marcher dans la rue avec leur Magen David. Ça veut dire qu'il y avait vraiment un danger dans la rue. Enfin, il y a toujours un danger dans la rue, mais là, c'est qu'il y a vraiment un danger contre les juifs. T'as reçu des messages de gens non juifs en soutien? J'en ai reçu un seul. Ouais, j'en ai reçu un ou deux, voilà, c'était très bref. Assez peu. Non. Pourtant, je suis une laïque, j'ai que des amis non juifs. Alors si, au bout de quelques jours, j'ai un ami qui m'a écrit, qui m'a dit qu'il était désolé, mais en fait, il s'était pas rendu compte. En fait, il est venu chez moi et je lui ai raconté en larmes ce qui s'est passé depuis le début, les tags antisémites, la violence qui se passait dans Paris, les manifestations où on criait qu'on tue les juifs, qu'on les brûle. Et en fait, il m'a dit, mais je m'étais pas rendu compte, je suis désolée. J'en veux pas aux gens de ne pas partager notre deuil, c'est pas ça qui me révolte. C'est le fait qu'on nous empêche de vivre notre deuil aujourd'hui. C'est que dès le lendemain des attaques, il y avait déjà les premiers discours un petit peu relativistes, alors qu'on est dans un moment où on devrait juste être capable de pleurer nos morts. Mais je leur en veux pas. Moi, je pense très sincèrement que les gens se rendent pas compte. Après, il y en a quand même qui n'ont pas fait de pas vers moi par rapport à ça, peut-être par peur de rentrer dans le débat, je sais pas, ou parce qu'ils prenaient peut-être pas conscience de l'impact que ça pouvait avoir sur nous. Un juif en France, il est heurté au même niveau qu'un juif en Israël. Alors que c'est loin géographiquement, mais c'est pareil. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit que t'aimerais bien ne pas être juif, que ça te soulagerait? Alors, non. 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 Jamais. Non. Je suis très fier d'être juif. J'ai choisi cette religion, j'en suis fier. Et donc voilà, moi je dirais que je suis un juif de choix. Ça m'a traversé l'esprit, mais avec beaucoup de culpabilité. Je me suis dit que c'était un fardeau. C'est horrible de se dire ça. J'ai eu des moments où j'ai pensé que c'était quand même plus facile de pas être juif dans la vie. Non, oui, c'est pas facile d'être juif, en effet. C'est une maladie qui se guérit assez mal. En fait, qu'est-ce qui dérange chez les juifs, à ton avis? Qu'est-ce qui dérange chez les juifs? C'est une bonne question. Je sais pas, je pense que c'est une question qui est vieille comme le monde. Alors au début, je me disais, c'est peut-être parce que c'est la plus vieille religion du monde. Donc il y a une idée de se balancer, de se battre contre en fait cette religion qui existe depuis trop longtemps. La haine du juif, c'est une haine absolue. C'est une haine qui est tellement multiple, qui a tellement de facettes différentes. Elle sert tous les combats. C'est la haine de l'autre en général, la haine du juif. Puis après, je me suis dit, ça peut pas être ça, ça marche pas. Est-ce que c'est effectivement cette idée du Christ, on aurait tué le Christ parce que c'est un juif qui a dénoncé? Mais non, ça marche pas non plus parce que déjà les Romains étaient contre les juifs avant. Parce que je sais pas, les juifs ont toujours dérangé parce qu'il y a plusieurs facteurs, mais il y a beaucoup de fantasmes autour de cette communauté qui nourrit beaucoup de ressentiments de la part de certains. Personne ne sait vraiment ce qu'est un juif en fait. Dans l'imaginaire collectif, on est des centaines de millions. On est la troisième plus grosse religion, on est un peu partout, on est 500 millions sur Terre. Quand on leur dit qu'on est 15 millions et qu'on est encore moins qu'on était avant 39, les gens sont un peu surpris. Je pense que ce qui dérange vraiment chez les juifs aujourd'hui, c'est Israël. Finalement, il y a un mur, sans mauvais jeu de mots,
entre les deux camps? Aujourd'hui, c'est un étendard, c'est-à-dire que, en fait, on choisit son camp avec les réseaux sociaux. Genre. J'ai eu un peu une overdose dans Instagram, avec toutes les vidéos qui tournaient, tous les témoignages, tous les otages, toutes les photos des otages, etc. Donc je me suis un peu coupé des réseaux sociaux pendant au moins 2-3 jours, du moins Instagram. Et depuis c'est vrai que je suis beaucoup moins angoissée parce que j'alimente pas en fait. J'alimente pas la terreur qui règne. Parce que quand on est que sur les réseaux sociaux et que avec des gens qui nous ressemblent, on est dans une bulle où on se dit ok, tout le monde nous hait en fait, ça se passe quoi? Je pense qu'aujourd'hui, chacun veut voir ce qu'il a envie de voir à travers les spectres que sont les algorithmes, que sont les réseaux sociaux. Je pense qu'aujourd'hui, un musulman va voir certaines choses que nous, on verrait jamais, et vice-versa. Je pense que c'est ça aussi, aujourd'hui, le cœur vraiment du conflit, c'est qu'on se rend même pas compte à quel point les gens ne voient pas les mêmes choses, quoi. Donc en fait, on peut même pas en vouloir à un Palestinien d'être pro-palestinien, de détester Israël, si lorsque tout ce qu'il voit toute la journée, c'est des trucs atroces visant l'armée israélienne, et que de l'autre côté, on voit l'entente est impossible. Dans une guerre, il y a deux camps, évidemment. Moi, ma culture juive m'a fait me positionner donc, dans le camp d'Israël, mais une autre culture d'un musulman, par exemple, aurait pu donc l'influencer et le mener vers la culture qui soutient donc les Palestiniens. Même si il faut quand même dissocier les attaques du 7 octobre avec le conflit plus général. Il y a peu de place pour la nuance en fait. Enfin, je pense qu'aucune story va faire changer d'avis personne en fait. Le pire, c'est que la plupart des gens, ils vont mettre des trucs dans leur story pour parler, et quand tu leur réponds, ils te disent je veux pas débattre, mais mets pas de choses dans ta story si tu veux pas débattre. Enfin, moi. Ces 2 derniers mois, j'ai dû passer bien quelques nuits blanches à répondre à des commentaires sur des publications, à essayer de débattre sans fin, non pas même pas pour convaincre l'autre en face, mais juste pour ne pas laisser le champ libre à une parole de haine totale et à une désinformation totale sur les réseaux sociaux. Et la transmission ensuite de la haine m'a fait aussi beaucoup de mal. En France, du coup, l'importation. Ça fait très mal, et puis c'est de voir un peu le désintérêt des gens, voir un peu les moqueries qu'il peut y avoir sur Twitter, etc. J'ai lu beaucoup de choses qui m'ont fait de la peine de la part de gens que je pouvais respecter pour leur travail. T'étais à la marche? Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que ça t'a procuré? Je pense que ça m'a procuré un sentiment d'unité nationale. Parce que j'ai vu qu'il y avait une communauté qui était quand même une communauté française, qui était assez soudée. Malgré tout, j'ai un peu regardé aussi les mauvais côtés. Il n'y avait pas beaucoup de jeunes non-juifs à cette manif. C'est-à-dire que se dire, bah oui, pour les combats qui font de la France qu'est la France, c'est-à-dire l'antisémitisme, les grandes luttes, etc., oui, il y a beaucoup de monde, mais pas beaucoup les jeunes. Et c'est un peu ça le problème. Les seuls qui ont été là, et c'est pour ça que moi j'ai un espoir dans l'humanité finalement, c'est les Iraniennes. Et je me suis rappelé que quand j'avais marché avec les Iraniennes, il y avait que les Iraniennes. Il y avait que les Iraniens qui étaient là. Et que les féministes françaises étaient complètement désengagées. Comment tu définis un juif? C'est quoi en fait? Un juif, avant tout, pour moi, c'est plus de 5000 ans d'histoire. C'est être dans un peuple qui a vécu une histoire. T'as un sentiment quand même de fierté d'appartenir à un peuple qui résiste, qui est toujours là. Pour moi, c'est plus une question d'héritage, c'est plus une question de transmission que de valeurs religieuses à proprement parler. On pourrait ne pas croire en Dieu que ce serait tout aussi génial d'être juif. Parce que c'est pas qu'une religion, c'est une identité. On a intériorisé quelque chose en étant juif. Je pense que ça vient de nos racines qui sont propres parce qu'on est un peuple nomade. L'adaptation, il faut toujours s'adapter, il faut toujours respecter la nation dans laquelle on est. En fait, se réclame juif celui qui veut avancer et qui veut progresser dans le monde. Et celui qui est pour l'humanité. Comment tu vois ton avenir? Alors déjà, mon avenir, est-ce que je le vois en France? Je sais pas, déjà. Est-ce que je suis inquiet pour la France? Oui. Cependant, j'ai pas envie de tomber dans la parade non plus, même s'il y a des réalités qu'il faut accepter. Voilà, comme je disais, c'est compliqué de vivre dans un pays où ça se sait qu'il y a des gens dans ce pays qui ne veulent pas que tu sois là. Je suis 50-50 sur le fait d'aller vivre en Israël ou pas, parce que oui, on est juif et quand on est là-bas, on n'a pas peur d'être juif. Mais j'ai pas envie de vivre en Israël.
Qu'est-ce que je vais aller faire en Israël? C'est un vrai changement de vie, j'ai pas la langue, j'ai pas la culture, je suis quand même profondément française. Je parle pas un mot d'hébreu, peut-être je sais dire 2-3 trucs, mais c'est tout. J'adore la France, je me sens française, j'ai une vraie culture française. Et j'ai pas du tout une culture israélienne. Et en fait, j'ai l'impression que si je vais vivre là-bas, je fuis un peu. Déjà, je trouve ça un peu lâche de dire je quitte la France. Ensuite, c'est peut-être pas forcément la solution. C'est un beau chemin, par exemple, d'aller vivre en Israël. C'est très beau. Moi, c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. Je connais l'histoire de France mieux que l'histoire israélienne. Je dois quand même davantage à la France qu'à Israël, par exemple, si je devais faire ce parallèle-là. J'ai grandi en France, j'ai étudié en France, j'ai profité du système français toute ma vie. Et la France a payé mes études, m'a donné une bourse quand j'en ai eu besoin, m'a permis d'avoir de hautes études, aujourd'hui j'ai l'agrégation, je suis professeure de français. Donc pour moi, en fait, je ne me voyais pas être professeur autre part qu'en France. Il fallait que je sois professeur en France. Moi, ce que je veux, c'est être en France et rendre un petit peu de ce qu'on m'a donné quand j'étais jeune. Mon identité était juive, mais mon identité est aussi française. Et ma singularité de juif en France, pour moi, c'est pas quelque chose d'incompatible avec mon identité française. C'est davantage une volonté de retrouver cet idéal de la France que j'ai, plutôt que de vouloir abandonner cette identité totalement. Mais en ce moment, je ressens peut-être plus le besoin d'être avec des gens qui peuvent comprendre ce que je vis. Parce que c'est tellement un sujet qui nous touche et c'est tellement un sujet où il n'y a pas de fin et personne n'a la solution. On est contre cette scission qui se passe en France en ce moment, cette scission haineuse entre deux camps et qui peut avoir des conséquences assez dramatiques sur le futur, je pense. Chacun défend ses intérêts, je pense que ça nous dépasse et que, à notre petite échelle, je pense que ce qu'il faut défendre avant tout, c'est l'humanité. Défendre la paix, de manière très simple et très bateau, mais je pense qu'il faut vraiment... Il y a un rôle d'information qui est plus que crucial aujourd'hui. Je m'appelle Gianni et j'ai 23 ans. Je m'appelle Alix Saada, j'ai 21 ans. Yalid Sabah et j'ai 32 ans. Joseph Alouche et j'ai 24 ans. Je m'appelle Jonas Zenou et j'ai 25 ans. Je m'appelle Léo LB et j'ai 22 ans. Raphaël Azan et j'ai 23 ans. Samuel Itéanu, j'ai 23 ans. Sophia Cohen, j'ai 25 ans. Je m'appelle Lia et j'ai 13 ans. Je m'appelle Yona Israël. On peut en rire. Je sais pas si on peut encore en rire.